Merci. Jean-Michel, I'm going to now come to you with an extraordinary mix of experience, both in respect of public sector-led development and direct investment. And I'm going to use, if I may, a story that's often attributed to Bata of the famous shoe company many, many years ago. He sent people to go and look at Africa at a certain point in time. He clearly knows the story. And the one came back from Africa and he said to him, Mr. Bata, there's absolutely no point going there. Nobody's got any shoes. And the other one came back from Africa and he said, Mr. Bata, we better get in fast. Nobody's got any shoes. So from that particular perspective, we'd love to have an investor's view on current opportunities within the African space. Merci. I'm going to speak French. Je vais aussi parler en français. Et effectivement, je suis du côté de ceux qui pensent que ceux qui n'ont pas de chaussures sont l'avenir du monde. Et je voudrais aussi, avant de commencer, me dire que je suis très honoré de me retrouver dans un panel avec trois personnes qui incarnent l'Afrique qui gagne, le Népal, qui a fait tant de choses pour la redynamisation des investissements en Afrique, et puis les membres du gouvernement rwandais et de Côte d'Ivoire. Le Rwanda et la Côte d'Ivoire font partie des 10 pays qui, dans le monde, ont connu la croissance la plus importante sur les 20 dernières années. Donc nous parlons d'une Afrique qui gagne. Maintenant, comme je suis un investisseur, je vais vous parler chiffres, et je voudrais le faire sur 3 dimensions différentes. La première est sur le passé. Je crois qu'il faut prendre la mesure du fait que, dans les 20 dernières années, le continent africain a cru de la taille en PIB de la Belgique à la taille en PIB de la France. Le PIB par habitant, en moyenne, a cru de 35% sur la période. Alors, il faut relativiser ces chiffres tout de suite, parce que pendant ce temps-là, le PIB par habitant de la Chine a cru de 555%, et le PIB par habitant de l'OCDE de 25%. Donc, il y a eu un rattrapage réel de l'économie africaine par rapport au reste du monde, et notamment par rapport à l'OCDE, mais c'est un rattrapage qui est encore modeste, et c'est un rattrapage qui ne permet pas d'absorber l'extraordinaire flux démographique que connaît l'Afrique, parce que les 4% en gros de croissance économique qu'a connu le continent pendant ces 20 dernières années doivent être comparés aussi aux 2,5% de croissance démographique que le continent a connu, d'où l'insistance de tous mes prédécesseurs sur le sujet de la jeunesse qu'ils ont tous évoqué. Et donc, et je vais arriver à mon deuxième point, malgré l'importance de ces progrès qui ont permis notamment l'émergence d'une classe moyenne qu'on voit partout, allez dans un restaurant à Abidjan et vous verrez qui dîne, pas des expatriés dans les meilleurs restaurants, mais des Ivoiriens. Donc, au-delà de l'émergence de la classe moyenne que cela a permis, aujourd'hui, le continent africain doit arriver à accroître son niveau d'investissement dans le PIB. L'Afrique aujourd'hui investit à peu près 20% de son PIB, ce qui est bas. L'Union européenne, la France investit 22 ou 23%. La Chine est encore à près de 40%. Et pour arriver dans les 7-8% de croissance économique qui devraient permettre d'absorber la croissance démographique, il faut qu'on se situe dans ces chiffres-là. Pourquoi l'Afrique n'investit que 20% de son PIB? Ce n'est pas parce que les Africains seraient des cigales qui passeraient leur temps à tout manger et à rien épargner. C'est tout simplement parce que le ratio d'actifs sur inactifs est faible. Il est d'environ un tiers. C'est le plus bas ratio du monde et il est lié toujours au même problème qui a été évoqué, c'est-à-dire il y a beaucoup d'enfants, encore peu de personnes âgées et très peu d'actifs en âge de travailler. Et ces actifs doivent porter la charge de tout le reste de la population, d'où la difficulté à épargner pour investir. Et ceci explique, et je vais arriver à mon troisième point, un des 2 défis du continent sur lequel je voudrais me focaliser maintenant, et qui vont beaucoup nous occuper dans les prochaines années. Le deuxième va sans doute ne pas être consensuel et peu support. Le premier d'ailleurs non plus. Donc le premier, il a trait à la dette et il a trait à la Chine. Il faut regarder l'éléphant dans la salle de bain. Si le continent africain a réussi à investir à peu près 20% de son PIB, c'est aussi parce qu'ils se sont endettés massivement, comme l'a dit Mme Bekele-Thomas. Dans les 20 dernières années, le continent africain a emprunté 7 000 milliards de dollars au reste du monde, en devises fortes, c'est-à-dire plus de 3 fois son PIB actuel.
il y a eu 3 catégories d'investisseurs qui ont apporté cet argent. Les multilatéraux, on ne va pas parler d'eux jusqu'à pour l'instant. La Chine et les investisseurs privés. Dans les années que nous allons avoir devant nous, le problème, c'est que ni dans les 5 prochaines années, les investisseurs privés, c'est-à-dire principalement les banques, et la Chine risquent de ne pas être là. Les investisseurs privés, pour une raison très simple, c'est qu'ils sont face à une restructuration massive de dettes sur une portion du continent qui est surendettée. Ils ont déjà cessé de participer aux émissions obligataires. Il y a même eu des événements spectaculaires. Le Sénégal, c'est vrai qu'il avait fait juste avant une annonce sur, en quelque sorte, insincérité de ses comptes publics, a fait une émission obligataire qui n'a pas été souscrite. Une première dans l'histoire de ces 20 dernières années. L'année dernière, en 2023, la totalité des émissions obligataires du continent africain, ça a été 15 milliards de dollars, c'est insignifiant. Donc les investisseurs privés ne sont pas là, et la question qui se pose pour tout le monde, pour tous les gouvernements africains, c'est comment on va les faire revenir dans un contexte où la restructuration de la dette se fait avec une extrême lenteur. Et pourquoi se fait-elle à une extrême lenteur? C'est à cause du sujet chinois. Et je ne veux pas mettre la responsabilité sur les Chinois, mais de fait, ils sont eux-mêmes confrontés à un problème difficile. Les Chinois ont représenté 62% de l'endettement bilatéral du continent africain pendant les 20 dernières années. Ils sont détenteurs d'un stock massif et face à l'important risque de solvabilité qu'ils ont rencontré, ils ont, dans les 3 dernières années, décidé de réduire massivement leur financement. Le pic du financement chinois à l'Afrique a été atteint en 2016, environ 150 milliards de dollars de prêts dans la seule année 2016. Nous sommes aujourd'hui aux environs de 15 milliards de dollars, une division par 10. Et il y a une conséquence très précise pour le continent africain, et qui est que désormais, depuis 3 ans, la Chine est en flux net négatif vis-à-vis du continent africain. En gros, le continent africain rembourse plus à la Chine que les Chinois ne lui prêtent. Et malheureusement, ça s'ajoute à un autre phénomène qui est aussi une nouveauté de ces 3 dernières années, et qui est que dorénavant, la Chine entretient un excédent de commerce extérieur vis-à-vis de l'Afrique, une première dans les 15 dernières années. Cet excédent, il n'est pas dû à une volonté punitive de la Chine, elle tient au fait simplement que la croissance de la Chine soit ralentie, et que les Africains continuent à importer autant, et le ralentissement de la croissance sur la Chine a un impact sur les prix des matières premières. Si vous avez suivi l'intervention de Philippe Chalmin tout à l'heure, vous savez exactement pourquoi. Et sur les volumes. Donc les Africains sont punis par les volumes, ils sont punis par les prix, ils continuent à importer. Malheureusement, ça crée un déficit de commerce extérieur. Et donc, désormais, la Chine, après avoir été un apporteur massif de devises au continent africain, est devenue un extracteur très significatif. Sans doute aujourd'hui, on ne sait pas exactement combien, mais c'est sans doute 2 à 3 points de PIB par an de devises qui sortent de direction du continent africain vers la Chine. Et du coup, les Chinois doivent, si on veut renverser cette situation, restructurer massivement leurs dettes, ce qu'ils ont beaucoup de mal à faire. Et je dirais qu'il n'y a rien d'étonnant, les Chinois suivent exactement le même parcours face à la dette que l'Europe et le monde a suivi dans les années 80-90. On a évoqué les changements structurels, c'est-à-dire qu'il y a eu la période de sidération. Ouah, ma dette n'est pas solvable, ma créances ne sont pas solvables. 2, je vais commencer à rééchelonner. 3, ça ne marche pas, il va falloir que j'annule. Donc nous sortons de la période de sidération chinoise, nous arrivons à la période de restructuration. Et alors s'ils sont aussi mauvais que nous, ils vont mettre 15 ans à s'en apercevoir. S'ils sont très très bons et s'ils regardent le fruit de l'expérience, ils vont mettre 5 ans à 7 ans. Et pendant ce temps-là, on va continuer à être en flux net négatif. Et ça a bien entendu des conséquences immédiates sur les volumes d'investissement chinois. Le dernier point, le deuxième sujet, je vais essayer d'être rapide là-dessus, c'est le changement de modèle économique africain. Alors, la Chine, nos amis africains ne peuvent pas grand-chose. Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui, à nouveau. La Chine, nos amis africains n'y peuvent pas grand-chose. Ils subissent le phénomène. Mais le deuxième sujet, il est extrêmement important. Ces 7 000 milliards de dettes, à quoi ont-ils servi? Une question importante. Eh bien, les 7 000 milliards de dettes ont servi à accroître la dépendance de l'Afrique au pétrole et aux matières premières. En 2000, la part des exportations africaines consacrées au pétrole et au gaz faisait 30%
de leurs exportations. Aujourd'hui, c'est 50%. Les investissements directs étrangers qui étaient consacrés au pétrole et au gaz en 2000 étaient 30%, c'est 40% aujourd'hui. En gros, l'argent de la dette a servi à financer les corridors d'exportation et les équipements et les infrastructures destinés à extraire le pétrole et le gaz du continent africain. Et alors, moi je veux dire tout simplement, et c'est pour ça que je ne vais pas faire des amis dans la salle, c'est juste du mauvais business. Moi, en tant qu'investisseur, m'endetter dans un business qui est structurellement problématique, je ne considère pas ça comme une bonne affaire. Et il y a deux façons de l'approcher. Le premier, c'est de prendre l'approche de Philippe Chalmin et de s'intéresser à ce que vont être les cours futurs du pétrole et du gaz dans les prochaines années, quand le pic du pétrole va être atteint, sans doute assez proche, et quelles sont les véritables perspectives de long terme des immenses infrastructures qui sont faites pour exploiter des ressources qui risquent d'être en déclin. Et la deuxième raison, c'est de douter de la pertinence, c'est de se pencher sur la performance historique. Je vais vous citer juste 2 chiffres pour conclure cette intervention. Si vous prenez les pays africains qui sont des exportateurs, qui sont, selon les catégories de la Banque mondiale, les resource intensive countries, qui sont aujourd'hui une bonne moitié de l'économie africaine, si on prend un indice 100 en 2000, par rapport à cet indice 100, le PIB par habitant de ces pays en 2020 aujourd'hui est à 150. Si vous prenez les pays qui sont pauvres en matières premières, et nous en avons 2 autour de cette table, le même indice 100, qui est de 150 pour les pays riches en matières premières, est passé de 100 à 230. En gros, les matières premières, ça ne paye pas. Ce qui paye, mais on le sait depuis très longtemps, c'est la valeur ajoutée, c'est l'investissement dans l'agriculture, c'est l'intelligence, c'est la construction des capacités, tout ce que, pardonnez-moi, un bon paquet des pays qui se sont super endettés pour construire leur développement n'ont pas fait. Et ça, c'est dans la main de nos amis africains. Et si je le dis, c'est bien entendu que j'ai un biais là-dessus, puisque toute mon activité d'investisseur est consacrée aux startups et aux PME d'Afrique qui cherchent à diversifier l'économie de ces pays. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci, Jean-Michel. There you've heard it. You've heard the challenges, you've heard the obstacles, and you've heard the opportunities. And to try and keep everything on track, I'm going to close with just one piece of advice out of the UAE. If you go down an hour and a half on the road from Abu Dhabi, you end up in Dubai. Outside the concentration of government offices in Dubai, you have a remarkable museum of the future. Yeah. And engraved in Arabic calligraphy on that museum is an observation by the Prime Minister of the UAE, Mohammed bin Rashid Al Maktoum, which he actually tweeted in 2014. And it says quite simply, the future belongs to those who can imagine it, design it, and execute it. It's not something you await, it's something you create. And the best way that I can pull together these discussions is to say we'd better get on with creating it. The opportunities are extraordinary, but it's not something we can await. Mm-hmm. We have to engage, as all of these actors are currently engaging, in creating it effectively. Thank you very much, and thank you, Thierry and Song Nim, for arranging the panel.